Tu ne mérites même pas d'être ici. » Ces mots claquèrent dans mes oreilles comme un coup de fouet glacé sur ma peau. Je me souviens exactement de ce jour 24 décembre 1983 à Lyon, rue de la République. Il était 18h45 et la neige tombait doucement dehors à travers la vitre embuée de la cuisine et moi je tenais dans mes mains le cadeau que j'avais choisi et emballé moi-même avec mon petit budget de 23 francs 50 que j'avais économisé pendant 3 mois en vendant des journaux et en aidant ma voisine. Madame Lefebvre a arrosé ses géraniums chaque samedi matin et je pensais naïvement que mon effort sincère allait enfin être reconnu à Noël. Tout le monde riait autour de la grande table, la salle à manger les nappes rouges, sentait la cire des bougies et les effluves de dinde rôtie flottaient dans l'air, mais personne ne regardait ce que j'avais préparé ni le soin que j'avais mis dans chaque petit détail du ruban bleu que j'avais soigneusement noué avec mes mains froides. Je voyais mes cousins éclater de rire et mes tantes murmuraient entre elles. Je me sentais comme un petit intrus invisible au milieu de cette chaleur familiale apparente et quand mon oncle Roger dit ces mots, je crus que mon cœur allait s'arrêter. Je sentis une boule dans ma gorge, mes mains tremblaient et mes yeux piquaient. J'essayais de parler, mais aucun son ne sortit. Tout ce que j'avais construit avec tant de patience et d'amour semblait s'effondrer en moins de 15 minutes et pourtant je me promis intérieurement que je ne laisserais pas cette humiliation me définir, que ce Noël ne serait pas seulement un souvenir de honte, mais le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui montrerait que même un enfant pouvait avoir sa propre force. J'ai encore en mémoire le son des verres qui s'entrechoquent, le rire aigu de ma cousine Isabelle, le crissement des chaises sur le carrelage, et moi debout au milieu de tout ça me demandant pourquoi le monde semblait toujours se moquer des plus sincères. J'ai essayé de sourire, j'ai essayé de me fondre dans la foule, mais chaque regard que je croisais me renvoyait l'image de mon insignifiance. Je pensais à mes économies, à chaque franc économisé en courant après les clients du marché le samedi matin à 8h15 au froid glacial à Saint-Étienne, où j'habitais avant de déménager à Lyon pour que ce Noël ait un sens pour quelqu'un, et pourtant tout s'écroulait en un seul souffle alors que ma mère me tapotait l'épaule en me disant doucement, mais inutilement, que tout allait bien. Je me sentais trahi par l'univers entier. C'était une injustice totale et immédiate, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, et je savais que ce moment restait gravé dans ma mémoire pour toujours. Ce Noël où tout le monde riait sauf moi, où mes efforts furent ignorés, où mes sentiments furent piétinés. J'ai senti un feu intérieur s'allumer, une détermination silencieuse et féroce de ne jamais laisser quelqu'un me rabaisser ainsi. Encore une fois, ce sentiment était étrange, mais étrangement clair comme un phare dans la tempête. Je regardais autour de moi les lumières des guirlandes de Noël reflétant sur le sol, cirer les ombres des invités qui semblaient danser sur la musique de Radio France Bleu, et je me dis que même si personne ne me voyait, je devais me voir moi-même, que je devais garder ma dignité intacte, que je devais transformer cette douleur en quelque chose de puissant et d'irrésistible. J'ai repensé aux mots de mon oncle Roger. « Tu ne mérites même pas d'être ici. » À la façon dont ils avaient traversé mon cœur comme un coup de tonnerre, et j'ai senti que dans exactement 15 minutes, quelque chose allait changer, quelque chose d'inattendu, de surprenant, qui ferait taire tous ces rires et montrerait ma valeur réelle. Je n'avais pas encore d'idée précise de comment, mais je savais que je n'allais pas rester là à subir cette injustice, et pendant que la pendule de l'horloge du salon cliquetait, je me suis dit que tout ce qui suivrait serait une revanche. Silencieuse mais éclatante, que même un enfant pouvait commencer à changer les règles du jeu, que le pouvoir ne dépendait pas toujours de la taille ou de l'âge, mais de la volonté et de l'intelligence. C'est exactement ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, mes chers spectateurs, ce sentiment brutal d'être ignoré, dénigré, mais aussi la certitude que tout peut basculer et que même les plus vulnérables ont un pouvoir secret pour transformer la honte en force. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi comment vous avez ressenti cette injustice de Noël, où tout semblait perdu, mais où la graine de votre force a commencé à germer. Je me souviens de ce Noël comme si c'était hier. Même si j'avais seulement 8 ans à l'époque, j'avais déjà une idée claire de ce que signifiait se donner complètement pour quelqu'un et ne rien recevoir en retour. Ma famille vivait à Lyon 12 rue Victor Hugo, dans un petit appartement au 3e étage, avec des volets vers que ma mère peignait chaque printemps pour que tout soit impeccable, et moi je passais des heures à aider à la maison à préparer des décorations faites main avec du carton et de la peinture rouge et or que j'achetais avec mes économies soigneusement comptées chaque centime au centime, près parfois 4,32 $ ou 6,75 francs que j'avais économisé en vendant des cartes de vœux faites maison dans le marché de la Croix-Rousse tous les samedis matins à partir de 7h45, jusqu'à 11h30 sous le froid humide et la brume que la Saône traînait sur les pavés, et mes doigts devenaient bleus, mais je continuais parce que je voulais que ce Noël soit parfait pour tout le monde, chaque détail comptait, et j'avais cette idée dans ma tête que si je pouvais faire sourire ma famille, rien ne pourrait m'arrêter. Je me rappelais comment j'avais choisi les cadeaux avec soin pour chacun de mes cousins et cousins-cousines, même ceux que je voyais rarement. Je me suis levé à 6h15 ce matin-là pour aller au petit kiosque du marché acheter le papier cadeau bleu que j'avais repéré la semaine précédente avec mes 7,90 francs restants, et j'avais insisté pour ajouter un ruban doré acheté à la papeterie Le Moine sur la rue de la République, et je me souviens du parfum du papier neuf mélangé à l'odeur du café de mon père qui chauffait dans la cuisine. Tout semblait parfait dans ma tête, mais les signes de désintérêt avaient commencé bien avant le moment où mon oncle Roger a prononcé ces mots cruels. Quelques semaines avant, ma tante Claudine avait ri en découvrant mon premier essai de guirlande et avait murmuré à voix basse mais audiblement: « Il ne sait même pas ce qu'il fait », alors que je tendais
fièrement mon travail, et je sentais mes joues rougir de honte, mais aussi de confusion. Je ne comprenais pas pourquoi mes efforts ne semblaient pas compter. Je me suis dit que peut-être c'était normal, que les adultes ne voient pas tout ce qu'un enfant peut donner. J'ai ignoré ces petites piques en pensant que le grand moment de Noël les ferait enfin sourire. Mes parents avaient toujours été généreux et je savais qu'ils avaient travaillé dur tout au long de l'année. Mon père Jean, avec ses 52 ans et sa carrière à l'usine de métallurgie à Saint-Étienne, et ma mère Claire, qui avait consacré 23 années de sa vie à l'éducation de ses enfants et aux travaux domestiques, nous avaient offert plus que je n'aurais pu imaginer. Mais pour moi, ce Noël ne se limitait pas aux cadeaux, c'était ma manière de montrer que moi aussi, j'avais quelque chose à offrir, quelque chose de précieux malgré mon âge. Et ma taille, je me rappelle des discussions avec ma voisine Madame Lefebvre qui me disait « Tu sais, Wilson, la valeur d'un cadeau, c'est dans le cœur que tu mets dedans, pas dans l'argent. » Mais à ce moment-là, mon cœur se brisait de voir que mes efforts étaient ignorés. Je pensais à mes après-midi passés à décorer le sapin avec des boules rouges et dorées que j'avais choisies avec soin à la boutique La Belle Étoile sur la place Bellecour à Lyon. Je me rappelais les lumières multicolores qui scintillaient et la douce odeur de sapin qui embaumait l'appartement, le sentiment de fierté, mêlé à l'anticipation du bonheur familial me donnait un espoir fragile mais vibrant, et je me disais que ce Noël serait différent, que mes sacrifices seraient reconnus. Mais à peine avais-je posé mes mains sur les cadeaux que le premier signe de désintérêt se manifesta. Ma cousine Isabelle lança un rire aigu et dit « Oh, regarde ce petit ruban bleu, il est tout bizarre !» sans comprendre la sensibilité derrière le geste, et mon cousin Philippe fit un commentaire sarcastique sur mon choix de cadeau. « Tu es sûr que c'est pour nous, pas pour ton chien ?» Et moi, je baissais les yeux, j'essayais de sourire pour cacher mon malaise, mais chaque rire me transperçait comme un coup de poignard. Je me souvenais de la petite voix dans ma tête qui disait « Attends, ce n'est pas fini, il y a plus à venir », et je devais rester attentif à ce qui se passait autour de moi pour comprendre comment les adultes pouvaient être si cruels. Parfois, je repensais aux heures passées à économiser chaque franc, à courir dans le marché sous la pluie à 8 heures. 3 exactement le samedi matin de décembre pour vendre mes cartes de vœux et aider Madame Lefebvre avec ses géraniums, et comment chaque geste avait été motivé par l'amour et non par l'attente d'un retour. Mais la cruauté de la famille ce jour-là semblait effacer tout cela. Je sentais la frustration monter, un mélange d'humiliation et de désir de prouver ma valeur à moi-même et à tous ces adultes qui pensaient que je n'étais qu'un enfant sans importance. Je me suis souvenu de mon carnet de notes dans lequel j'écrivais depuis mes 7 ans chaque économie, chaque effort et chaque pensée sur ce que je voulais devenir un jour, et je me suis promis que ces mots et ces chiffres me serviraient à transformer cette douleur en action. Je sentais mes poings se serrer. Doucement, le feu intérieur grandissait, et je savais que l'injustice de ce Noël ne serait pas oubliée et que la suite réserverait quelque chose de plus grand, quelque chose que personne ne pouvait prévoir, espérer jusqu'à la prochaine partie pour voir ce qui se passe quand un enfant décide de ne pas rester silencieux. Qu'aurez-vous fait à ma place? Après ce Noël catastrophique, je pensais que la situation ne pouvait pas empirer, mais elle l'a fait. Et comment je me rappelle, le 26 décembre 1983, à 10h12 exactement, j'étais encore sous le choc des rires cruels de la veille, assis sur le petit banc en bois de la cuisine de ma mère, sentant la chaleur du radiateur à gaz sur mon dos et le parfum sucré de la confiture de framboise que ma tante venait de préparer. Et pourtant le désastre continuait. Mes cousins et cousines avaient trouvé de nouvelles façon de se moquer de moi. Ma cousine Isabelle prit mon carnet de notes et dit avec un rire méchant « Oh, regarde, Wilson écrit encore sur ce petit économie comme si ça allait le rendre important. » Et mon cousin Philippe croisa les bras et lança « Tu vas nous apprendre la vraie valeur de l'argent ou quoi ?» J'avais envie de disparaître, mais j'ai pris une profonde inspiration pour essayer de garder mon calme. Je voulais montrer que je n'étais pas seulement un enfant fragile, mais que j'avais une dignité et une intelligence qui méritaient respect. J'ai essayé de répondre doucement. C'est juste pour savoir combien j'ai économisé pour acheter vos cadeaux. Mais mes mots se perdirent dans les répètes de la cuisine, et mes parents semblaient paralysés, incapables d'intervenir. Mon oncle Roger entra alors dans la pièce et dit avec un ton méprisant « Wilson, tu devrais apprendre à ne pas perdre ton temps avec des futilités. » Et mes yeux commencèrent à brûler de larmes. Contenu, je sentais mon corps entier se raidir, la tension dans mes épaules et le goût amer de l'humiliation dans ma bouche. Mais ce qui rendit la situation encore plus douloureuse, c'était la présence des témoins, nos voisins Madame Lefebvre et son fils Marcel, qui passaient pour apporter les restes de la dinde et qui regardaient la scène en silence. Leur regard compatissant mais impuissant ajoutait à mon sentiment de vulnérabilité. J'entendis même le bruit d'un caméscope vieux modèle que mon cousin Philippe avait apporté pour filmer le Noël, et je savais que chaque rire, chaque moquerie était enregistré comme preuve de mon insignifiance apparente. Et pourtant, j'ai essayé de me tenir droit. Je me suis dit, il faut que je reste calme, que je ne peux pas laisser ces adultes penser qu'ils ont le pouvoir total sur moi. Je sentais mes mains moites et le froid du carrelage sur mes pieds nus, mes joues rouges de colère contenue et mes poings serrés sous la table. Chaque humiliation successive ajoutait à un sentiment croissant de révolte intérieure. Je me rappelais les leçons de ma mère sur la patience et la dignité, et je savais que je devais préparer ma réponse, mais pas maintenant, pas sous le coup de la colère, mais avec stratégie et intelligence. Le point de bascule arriva quand mon cousin Philippe renversa accidentellement mon cadeau fait main par terre, éclata de rire en disant « Oh Wilson, regarde ton chef-d'œuvre ruiné !» Je vis les larmes me monter aux yeux, mais cette fois je ne les laissai pas couler. Je sentis une
Clarté soudaine, comme si un voile se levait devant mes yeux, je compris que je ne pouvais plus tolérer cette injustice. J'avais fait tout ce que j'avais pu pour être gentil, pour montrer mon amour, et mes efforts avaient été méprisés devant tout le monde, et cette fois, il y avait des témoins que je ne pouvais ignorer ni laisser manipuler par le ridicule. Je vis ma grand-mère assise dans le coin de la salle à manger, froncer les sourcils et murmurer « ce n'est pas juste ». Et ces mots furent comme un écho. Dans ma tête, je compris que je n'étais pas seul, que certains avaient remarqué la cruauté et que je devais transformer ce sentiment de honte en force et action. Je pensais aux heures passées à économiser chaque franc les samedis matins à vendre des cartes de vœux à Saint-Étienne, sous la pluie à 8h03 exactement, les pieds gelés, et au géranium de Madame Lefebvre arrosé avec soin, et je me dis que cette discipline et cette persévérance allaient devenir mes armes contre l'humiliation le soir, même alors. Que le soleil descendait derrière les toits de Lyon et que les lumières des lampadaires s'allumaient, je sentais la détermination monter en moi comme une flamme incontrôlable. Je ne voulais plus être le petit garçon ridiculisé. Je voulais montrer à tous que chaque action compte, que la dignité et la patience ont un pouvoir que personne ne peut ignorer, et je me promis que la suite serait différente, que la prochaine étape montrerait mon vrai pouvoir et que tous ceux qui se moquaient de moi allaient être surpris, espérer la suite pour découvrir le moment exact où la tolérance s'arrête et où l'enfant décide de ne plus subir. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je me souviens exactement de ce moment comme si le temps s'était figé le 26 décembre 1983 à 18h37 à Lyon, rue de la République. Après la série d'humiliations qui avait ébranlé ma confiance, je me suis isolé dans le petit placard sous l'escalier. Derrière la cuisine, il sentait encore la dinde rôtie et la cire des bougies de Noël, et je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais cette fois c'était différent. Cette fois, il y avait un calme étrange avant la tempête. Je me suis assis sur le sol froid, mes mains posées sur mes genoux, et j'ai pris une profonde inspiration. En fermant les yeux, je repensais à chaque détail de ce Noël, chaque rire cruel, chaque commentaire méprisant, chaque geste qui avait ignoré mon effort. Je me suis souvenu de mes économies exactes, 23 francs 50 gagnés en 3 mois d'efforts et de patience. Je me suis souvenu de chaque samedi matin à vendre des cartes de vœux à Saint-Étienne à 7h52 sous la pluie glaciale et du parfum de terre humide des géraniums de Madame Lefebvre que j'avais arrosé avec soin, et j'ai compris que tout ce temps passé n'était pas perdu, que chaque geste avait construit quelque chose en moi, quelque chose que personne ne pouvait m'enlever à cet instant précis. J'ai pris conscience que je pouvais choisir de rester victime ou de transformer cette douleur en action silencieuse. J'ai pensé à mes parents Jean et Claire qui avaient toujours travaillé dur, et à mes grands-parents qui m'avaient appris la patience et la dignité, et j'ai compris que je devais agir, mais pas avec colère, pas avec vengeance, mais avec intelligence et stratégie. Je ne voulais pas que cette réaction soit impulsive, je voulais qu'elle ait un impact durable, que chacun réalise que mon investissement avait une valeur réelle. J'ai ouvert mon petit carnet de notes où je notais chaque franc, chaque idée, chaque observation depuis mes 7 ans, et j'ai commencé à réfléchir à un plan silencieux. Comment montrer ma valeur, comment retourner la situation à mon avantage, comment faire en sorte que mes efforts et ma dignité soient enfin visibles. Je me suis souvenu de mon oncle Roger et de ses paroles cruelles. Tu ne mérites même pas d'être ici. Et au lieu de laisser ces mots me briser, je les ai transformés en motivation. Chaque humiliation reçue allait devenir le carburant de ma stratégie de revanche silencieuse. Je me suis levé lentement, mes pieds touchant le carrelage froid, le parfum de sapin et de chocolat chaud qui flottait encore dans l'air, me rappelant la fête qui avait été gâchée. Et j'ai décidé que le lendemain matin, je commencerais à montrer ma vraie valeur. Je ne savais pas encore comment, mais j'avais la conviction que je trouverais un moyen, que la patience et la discipline accumulées jusqu'ici allaient enfin servir à quelque chose de plus grand. Je me suis dit que les adultes ne me voyaient peut-être pas comme important, mais que la prochaine fois, ils ne pourraient pas ignorer ce que j'avais construit, que mon intelligence et ma persévérance allaient parler plus fort que leur rire et leur moquerie. Et pendant que je préparais mentalement mon plan, je sentais une étrange excitation mélangée à la peur. Je savais que j'entrais dans une nouvelle phase où le contrôle ne serait plus totalement entre leurs mains, que quelque chose allait changer, que j'étais sur le point de passer de la vulnérabilité à la puissance cachée que personne n'attendait. Je repensais aux détails exacts de la veille, le rire aigu d'Isabelle à 10h12, le commentaire sarcastique de Philippe, le renversement du cadeau à 18h45, et je comprenais que tout ce moment avait préparé le terrain pour cette décision silencieuse mais ferme de ne plus être la victime, que la suite montrerait que même un enfant peut transformer la honte en puissance, que la patience et l'intelligence peuvent inverser les rôles, et que chaque action compte. Je sentais mon souffle se calmer, mes épaules se détendre et une confiance nouvelle s'installer. En moi, le feu intérieur s'était transformé en flamme stratégique et j'étais prêt à agir. Je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière, que cette décision était irréversible et que le résultat allait surprendre tous ceux qui m'avaient sous-estimé. J'avais commencé à comprendre mon pouvoir caché, qu'il s'agisse de preuves concrètes ou de simples stratégies silencieuses, et je me préparais à l'utiliser au moment exact où la situation serait la plus inattendue. Espérer la suite pour voir la révélation du pouvoir qui va tout changer. Et comment même un enfant peut renverser la dynamique. Qu'auriez-vous fait à ma place? Le lendemain matin 27 décembre 1983 à 9h08 exactement, je me levais avec une détermination nouvelle. La neige avait recouvert Lyon d'un manteau blanc et froid. Les pavés de la rue de la République brillaient sous le soleil glacé et l'air sentait la poudre à canon des feux d'artifice de la veille. Je savais que la journée serait cruciale. Je pris mon carnet de notes et mes économies exactes, 23 francs 50 plus les 7 francs
80 supplémentaires que j'avais économisés pour acheter du matériel pour préparer. Une surprise, et je me dirigeais vers le salon de la cuisine, sentais encore le café et la confiture de myrtille, et mes mains tremblaient légèrement, mais cette fois c'était de la puissance contenue. Je posais le paquet sur la table exactement à 9h12 et appelai mon oncle Roger. « Vous devriez regarder ça !» Et il leva les yeux en me regardant avec un mélange de curiosité et de mépris, et ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé la matinée à préparer quelque chose de simple, mais révélateur un petit. Montage de toutes mes économies, les billets soigneusement pliés et notés dans mon carnet avec photos prises la semaine précédente par Madame Lefebvre qui avait accepté de m'aider discrètement et qui témoignait de mes efforts acharnés. Chaque détail de mon plan avait été méticuleusement enregistré. Chaque effort avait une preuve tangible et ce que Roger vit le frappa. Il comprit soudain que derrière le petit garçon qu'il avait méprisé, il y avait une discipline et une intelligence qu'il n'avait jamais soupçonnée. Mais comment ? Murmura-t-il en croisant les bras, et mes parents et grands-parents qui observaient depuis le coin de la pièce sentirent la transformation immédiate. L'air semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Chaque détail de mon cadeau de Noël raté la veille, chaque humiliation avait préparé le terrain pour ce moment exact où le pouvoir changer de main. J'ai ouvert mon carnet et montré les calculs précis des économies. 23 francs 50 dépensés en 3 mois plus 7 francs 80. Supplémentaire, le tout documenté avec photos et notes détaillées. Madame Lefebvre avait pris soin de capturer chaque étape, et moi je présentais calmement mais avec autorité. Voilà ce que j'ai fait pour vous et ce que j'ai investi. Mes mots étaient clairs et nets, et le choc dans la pièce était palpable. Même Philippe et Isabelle restèrent bouche bée. Mes parents éclatèrent de fierté, et mes grands-parents sourirent en hochant la tête. Jamais je n'aurais pensé que tu étais si organisé et méthodique, dit. Ma grand-mère et mon oncle Roger balbutiaient, encore incapables de répondre. Le caméscope était encore là, et tout fut filmé, chaque geste, chaque expression. Les témoins que je n'avais pas vu filmer aussi. La scène et la surprise fut totale. Je sentis le pouvoir se déverser doucement en moi, mais avec dignité. Je n'avais jamais été aussi maître de moi-même. Je ne cherchais pas vengeance, je voulais reconnaissance, et cette révélation fit l'effet escompté. Le changement de dynamique était immédiat. Roger baissa les yeux et murmura « Je n'avais pas compris ». Et tout le monde dans la pièce sentit que l'enfant que l'on croyait vulnérable venait de renverser la situation de façon silencieuse mais éclatante. J'avais transformé la honte et l'humiliation en preuve tangible de ma valeur. J'avais montré que même un enfant pouvait posséder un pouvoir que l'on sous-estime, que la patience, la discipline et l'intelligence peuvent créer une force que personne ne peut ignorer. La réaction des témoins fut instantanée. Madame Lefebvre sourit en disant « Wilson, tu as montré à tous que la persévérance paie ». Et mon père Jean m'embrassa sur la joue. Mes cousins et cousines me regardèrent avec un mélange de respect et de surprise. Ce petit garçon qu'ils avaient ridiculisé venait de devenir le centre de l'attention et de l'admiration. Chaque document, chaque photo, chaque chiffre que j'avais présenté racontait une histoire de détermination et de stratégie. Le pouvoir ne venait pas de la taille, de l'âge, mais de la préparation et de la patience, et je compris à ce moment-là que ma force réelle n'était pas seulement mon intelligence, mais ma capacité à transformer l'adversité en opportunité. Mes parents prirent des photos supplémentaires pour immortaliser le moment, et le caméscope avait capturé la réaction de toute. L'humiliation initiale de la veille se transformait en un triomphe silencieux, mais total. Je pouvais sentir la justice et la reconnaissance circuler dans la pièce, et je savais que ce Noël resterait dans les mémoires pour longtemps. Roger n'osait plus rire ni faire de commentaires sarcastiques. Chaque action était désormais sous le contrôle de la vérité et de la patience. Et moi je restais calme, observant le changement de dynamique, savourant ma victoire, mais avec humilité et un sourire discret. Espérer la suite pour voir comment la justice se manifeste en temps réel et comment les conséquences touchent chacun autour de moi. Si cela vous a surpris autant qu'à moi, partagez cette histoire et marquez quelqu'un qui doit voir ce moment de transformation. Le lendemain 27 décembre 1983 à 10h45 exactement, la scène se transforma complètement dans le petit salon de la rue de la République. À Lyon, le soleil pénétrait par les grandes fenêtres et illuminait chaque détail de la pièce. Les couleurs des guirlandes semblaient plus vives et les ombres dansaient doucement sur le carrelage alors que la dynamique de Noël changeait complètement. Je pouvais sentir la tension se dissiper, mais en même temps la justice s'installait lentement et sûrement. Mon oncle Roger, qui hier encore avait ri et méprisé mes efforts, se trouvait maintenant complètement déstabilisé. Il baissait les yeux et ne savait plus quoi dire. Il croisa les bras et murmura « Je n'avais pas compris la valeur de ton travail ». Et tout le monde dans la pièce sentit que ses paroles étaient sincères. Mes parents Jean et Claire souriaient fièrement. Mes grands-parents hochaient la tête en signe de reconnaissance. Et même mes cousins et cousines étaient silencieux, bouche bée à ce moment précis. Je compris que la patience et la stratégie avaient produit un effet immédiat et mes efforts n'avaient jamais été vains. Je pris le carnet de notes que j'avais préparé et montrai les photos exactes des économies réalisées, les billets soigneusement pliés avec des annotations précises, chaque franc gagné et dépensé chaque après-midi à vendre des cartes de vœux à Saint-Étienne à 7h52 sous la pluie glaciale. Chaque geste destiné à préparer ce Noël parfait était là et mes parents confirmèrent chaque
Détail avec des dates exactes et des témoignages de Madame Lefebvre qui avait filmé et photographié discrètement le processus. Roger comprit qu'il avait sous-estimé un enfant et que la justice n'était pas seulement émotionnelle, mais tangible, visible et irréfutable. La pièce entière se transforma en un tribunal silencieux où mes actions parlaient plus fort que les mots et chaque témoin présent ressentit la force de cette vérité. Même Philippe et Isabelle restèrent sans voix, incapables de continuer. Leur moquerie, le caméscope captura toute la scène et ce témoignage allait servir pour toujours comme preuve de ma valeur et de mon investissement. Chaque sourire de mes parents, chaque regard approbateur de mes grands-parents, chaque réaction de surprise de mes cousins et cousines confirmait que l'équilibre avait été rétabli. Je sentais mon corps entier se détendre, mais une énergie nouvelle circulait dans mes veines comme un souffle de triomphe silencieux. Je compris que la justice immédiate ne venait pas d'une punition violente, mais de la reconnaissance claire et publique de ma valeur et que les erreurs et moqueries d'hier étaient corrigées dans l'instant. Je vis Roger se déplacer lentement vers moi et me tendre la main. « Wilson, je suis désolé pour hier. » Et je serrai sa main avec dignité mais fermeté. Je ne cherchais pas vengeance, mais reconnaissance, et cela suffisait à rétablir l'ordre. Le reste de la matinée fut consacré à réparer les petites humiliations. Les cadeaux abîmés furent restaurés avec soin. Mes parents m'aidèrent à organiser les documents et photos pour montrer à toute la famille la valeur réelle de mes efforts. Même les voisins venus aider ou apporter des pâtisseries furent témoins de ce tournant. Chaque personne présente comprit la leçon implicite que sous-estimer quelqu'un ou ignorer ses efforts peut conduire à un retournement inattendu et puissant, et que la patience et la stratégie sont plus efficaces que la colère ou la confrontation directe. Les conséquences immédiate incluait une reconnaissance totale de mes efforts, une humilité imposée à Roger et un respect renouvelé de tous les autres membres de la famille. Les témoins prirent des notes et des photos pour s'assurer que personne ne pourrait nier ce qui venait de se produire. La scène entière se transforma en une leçon de vie pour tous ceux présents, et je ressentais une satisfaction profonde et calme en voyant la transformation autour de moi. Chaque sourire de reconnaissance, chaque regard surpris confirmait que ma stratégie avait fonctionné, que ma dignité avait été restaurée et que la justice était enfin rendue, et la pièce résonnait d'une nouvelle énergie de respect et de compréhension. Les rires de la veille avaient été remplacés par des murmures d'admiration et des regards d'approbation qui me donnaient la force de croire en mes capacités et de comprendre que même un enfant pouvait générer un changement immédiat et visible simplement par la patience, la discipline et la détermination. Espérez le dernier chapitre pour voir la transformation complète et la réflexion inspirante sur ce Noël mémorable. Et si vous êtes touché par cette histoire, partagez-la et marquez quelqu'un qui doit voir que même la plus petite voix peut créer un grand impact. Alors que le 27 décembre 1983 avançait et que la lumière du matin se transformait en après-midi doux et lumineux à Lyon, rue de la République, je me suis assis près de la fenêtre observant la neige fondre lentement sur les pavés et j'ai senti une transformation profonde s'opérer en moi. Ce Noël qui avait commencé par l'humiliation et l'ignorance totale s'était terminé par une reconnaissance tangible de mes efforts et de ma valeur, et cette expérience laissait une empreinte durable sur ma perception de moi-même et du monde. Je réalisais que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force lorsqu'elle était associée à la patience et à la stratégie. Je repensais à mes 8 ans et à chaque détail précis que j'avais investi dans ce Noël. Chaque franc économisé, 23 francs 50 plus 7 francs 80 supplémentaires, chaque samedi matin à vendre des cartes de vœux à Saint-Étienne à 7h52 sous la pluie glaciale, chaque géranium arrosé chez Madame Lefebvre, chaque ruban bleu soyeusement noué, chaque note écrite dans mon carnet, et je compris que ces efforts cumulés avaient construit un pouvoir que personne ne pouvait ignorer. Même mon oncle Roger, incapable de rire ou de me mépriser à nouveau, comprit que le respect ne se donnait pas automatiquement, mais se gagnait par la persévérance et l'intelligence. Je sentais la dignité monter en moi et une confiance calme et ferme s'installer en moi, comme si chaque humiliation passée avait été un tremplin vers une force intérieure plus grande. Je pouvais observer les sourires approbateurs de mes parents Jean et Claire, les regards fiers de mes grands-parents et le respect renouvelé de mes cousins et cousines, et je savais que ce Noël resterait gravé non pas pour les rires ou les moqueries, mais pour la leçon universelle que même les plus vulnérables peuvent inverser les situations les plus injustes par la stratégie et la persévérance. Je repensais aux témoins présents, Madame Lefebvre et son fils Marcel, et même le caméscope qui avait enregistré chaque détail, et je compris que la transformation n'était pas seulement personnelle, mais collective, que ceux qui avaient été spectateurs avaient eux aussi appris qu'il ne fallait jamais sous-estimer quelqu'un et que la justice peut se manifester de manière subtile, mais implacable. Je ressentais un mélange de satisfaction calme et de gratitude profonde, et je savais que cette leçon allait m'accompagner toute ma vie. Je me rappelais les mots de ma grand-mère. Wilson, la valeur se mesure dans la patience et le cœur que tu mets dans chaque action. Et je compris que cette phrase résumait tout ce que j'avais vécu, que chaque geste de soin, chaque détail soigneusement préparé avait créé un impact invisible, mais puissant, qui se révélait au moment exact où il était nécessaire. Et je réalisais que la transformation n'était pas seulement externe, mais interne. J'avais appris à transformer la honte en force, la moquerie en stratégie, l'injustice en reconnaissance, et cette leçon était universelle, quelle que soit
L'âge ou la taille ou le statut de quelqu'un, on peut créer un changement durable et visible simplement par la discipline et la persévérance. Je voulais que cette histoire inspire chacun de vous, que vous compreniez que même lorsque le monde semble ignorer vos efforts ou vous humilier, il existe toujours un pouvoir caché en vous prêt à se manifester à travers vos actions réfléchies et votre patience. Et je vous invite, chers spectateurs, à réfléchir à vos propres expériences, à vos propres moments où vous avez été sous-estimé ou ignoré et à identifier la force intérieure que vous pouvez mobiliser pour transformer ces moments en opportunités de reconnaissance et de pouvoir silencieux. C'est le message que je veux partager aujourd'hui, que même un enfant ou quelqu'un considéré comme vulnérable peut créer un impact réel et durable. Si la patience, la stratégie et la persévérance sont mises en action, alors prenez un moment pour commenter ci-dessous. Racontez-moi vos expériences et comment vous avez transformé l'adversité en force. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos proches pour inspirer d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer une leçon de vie de ce type. Et rejoignez cette communauté où nous célébrons la résilience, la patience et le pouvoir intérieur. Et rappelez-vous toujours que chaque action compte et que même dans les moments les plus sombres, un pouvoir caché peut émerger pour transformer la honte en triomphe. Et là, vulnérabilité en force, et quand vous vous retrouverez confronté à l'injustice, souvenez-vous de ce Noël à Lyon, rue de la République, et de la petite main qui a osé montrer que rien ni personne ne peut sous-estimer une détermination authentique, et le sourire qui en découle reste gravé dans le cœur à jamais.